Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. Aujourd'hui je veux te parler d'un sujet qui selon moi est sous-médiatisé, surtout dans le monde du coaching, pas dans le monde de la spiritualité, mais dans le monde du coaching. Comme si en fait on faisait une distinction entre ce qui est spirituel et ce qui est coaching. Dans le coaching on va plutôt mettre le mindset, le rôle du mental, l'ego, les choses à faire, les actions, etc. Et on aurait tendance à dire que le spirituel, donc la méditation, la prière, la communication avec ses guides, avec son âme, c'est autre chose. Et moi, dans ma pratique du coaching, je réunis tout ça. Mais il y a une activité qui réunit ces deux choses parfaitement, c'est la méditation. Parce qu'en fait, pour moi, quand tu prends le temps de méditer, tu peux du coup faire un très bon travail de coaching, d'auto-coaching. Et de manière générale, le coaching, c'est un mot qu'on utilise assez mal en français. C'est un mot un peu fourre-tout, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, parce que tu as du coaching pour perdre du poids, tu as du coaching sportif, c'est un peu par cette porte-là que le coaching est arrivé en Europe. Tu as le coaching de vie, tu as le coaching business, tu as du coaching, par exemple, uniquement avec des enfants. Il y a plein de manières en fait. Pour moi, le coaching, c'est un accompagnement. Et soit tu le fais d'une manière très matérialiste, très concrète, en mettant de côté l'aspect spirituel, soit tu inclus la spiritualité et là, ça donne un super bon cocktail. Et en fait, quand, par exemple, je vois certaines de mes clientes, ou même pour moi, je suis la première concernée par ça, quand j'ai beaucoup de choses à faire sur une journée, quand vraiment mon planning, il est... je me dis, ok, ok, c'est un petit peu beaucoup là, mais c'est important parce que parfois je décide d'avoir un planning chargé, ça fait partie de certains moments de vie, ou parfois je sais qu'il y a plein de trucs à gérer à un niveau émotionnel, pas forcément dans le faire, mais au niveau émotionnel. Et donc la facilité en tant qu'être humain, ça serait de se lancer dans sa journée comme ça. Ça serait de rentrer, de prendre les trucs à bras le corps et dire oh, ça va bien finir par passer, les heures vont bien finir par s'écouler et je vais bien arriver à la fin de la journée et là je pourrais me reposer. Là, je pourrais m'affaler dans le canapé, je pourrais regarder une série, je pourrais enfin prendre soin de moi. Et en fait, pour moi, prendre soin de moi, ça commence au réveil. C'est pas quelque chose que je fais au moment du coucher, même si je fais aussi des choses au moment du coucher, je fais des visualisations, je fais d'autres trucs. Mais c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on commence sa journée qui est très important. Et plus tu as un stress potentiel à gérer, plus tu as de choses sur le feu, plus tu as besoin de méditer. Il y a une croyance, c'est très occidental, cette croyance-là, c'est qu'en fait, si j'ai plein de trucs à faire, je vais pas perdre du temps à méditer. Tu te rends compte, je vais pas me mettre là, je vois pas l'intérêt de me mettre dans un coin, sur mon tapis, sur un coussin pour méditer, parce qu'en fait, on ne sait pas méditer. Il y a extrêmement peu de manières aujourd'hui de méditer qui sont efficaces, à mon sens. Les cours de méditation que j'ai pu suivre, à part le Vipassana, rien ne m'a convenu parce qu'en fait je me disais oui c'est bien, oui je me sens détendue, oui ça m'apporte peut-être la sensation d'être recentrée, mais j'ai quand même l'impression qu'à part ça, c'est pas dingue les résultats que ça donne dans ma vie. Je me rends compte que ça me permet pas de gérer mieux mes émotions, ça me permet juste de me préparer à gérer quelque chose. Mais c'est pas plus facile. C'est comme si, tous les jours, on faisait une remise à zéro. Et donc, on va vivre sa journée, mais on va la vivre comme avant. Et puis, le lendemain, on va refaire une méditation, on se remettre à zéro, puis on va continuer de vivre ses émotions pareil. On va continuer d'agir de la même façon. Et du coup, c'est pas une méditation constructive dans ces cas-là. C'est une méditation un peu remise à zéro, simplement détente. Mais qui pour moi ne porte pas suffisamment de fruits. Pour moi, une méditation, j'ai besoin pendant ma méditation de pouvoir traiter des mémoires, de pouvoir évidemment avoir plus de clarté et être plus centré,
J'ai besoin aussi de sentir le divin qui est très présent. J'ai besoin de retrouver, si je l'ai un peu perdu, toute confiance en la vie, et j'ai besoin de cultiver ce sentiment en fait. Donc de méditation en méditation, il y a quelque chose qui grandit et qui ne redescend pas à la case départ, parce que c'est comme ça que parfois on ressent la méditation, c'est-à-dire qu'à chaque fois on revient à la case départ et puis allez c'est reparti, et puis en fait on n'en tire pas de grands bienfaits au quotidien. Et puis j'ai aussi besoin que ça soit de plus en plus rapide, de me mettre dans un état méditatif, parce que là encore, parfois selon les techniques qu'on utilise, on va avoir besoin d'un certain temps pour se mettre dans l'ambiance. Et selon ce sur quoi notre méditation peut porter, selon la manière dont on respire, selon la posture qu'on adopte, selon tout un tas de critères, on pourrait avoir la sensation qu'en fait on ne fait pas de progrès en méditation, que ça reste compliqué de se mettre en état de réceptivité et d'observation. Et donc en fait aujourd'hui je voudrais te parler du Vipassana si tu l'as pas encore testé dans ta vie. Donc à savoir que le Vipassana c'est quelque chose qui s'apprend, c'est simple, c'est extrêmement simple, et moi je suis adepte de la simplicité parce que c'est en général ce qui a toujours fonctionné pour moi. Plus c'est simple, plus c'est puissant en fait. Quand il y a trop de paramètres, je suis là, oh pourquoi faire compliqué. J'ai un peu des problématiques avec les pratiques spirituelles compliquées parce que le divin c'est simple, il est toujours là, donc pourquoi se casser la tête avec des trucs dans tous les sens. Et donc en fait j'ai appris le Vipassana il y a combien de temps 2015. Donc en 2015 j'ai fait un stage de 10 jours en Nouvelle-Zélande, et après j'ai fait le service. Donc en fait Vipassana, le principe c'est issu du bouddhisme évidemment. Donc c'est une pratique qui se fait depuis, je sais pas, peut-être 6000 ans, voire plus. J'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est plus que ça encore. Donc vraiment, ça a fait ses preuves, disons, tu vois. Voilà. Et puis en fait, pendant ces 10 jours de Vipassana, t'es dans un centre, t'as ta cellule, ils appellent ça comme ça, bon, c'est une petite piole, quoi, ta room, oui, parce que je l'ai fait en anglais. Alors désolé, j'ai plein de mots anglais qui me viennent, mais t'as ta chambre, voilà, je vais y arriver, individuelle. Enfin, en tout cas, c'était comme ça là-bas. Et tout est ponctué pour que tu ne penses qu'à méditer. En fait, tu te lèves très tôt, tu te couches aussi très tôt, tu as 2 repas et demi par jour, tout est en silence, tu n'as absolument pas le droit de parler, sauf si tu as un truc hyper important à dire, et dans ces cas-là, tu dois le dire aux profs ou aux personnes qui s'occupent de la gestion du centre. Mais tu dois chuchoter, tu peux pas parler à voix haute. Enfin, c'est vraiment le monde du silence, en fait. Et progressivement, pendant ces 10 jours, les 3-4 premiers jours, tu prends conscience de ta respiration, tu prends conscience de comment tu fonctionnes, tu prends conscience de tes blessures. Et en fait, on est à peu près entre 9 à 12 heures de méditation par jour. Parce qu'en fait, il y a des périodes où on est libre de méditer ou de ne pas méditer, on peut rester dans notre chambre. Donc, il y en a qui dorment. Parfois, moi, j'ai dormi parce que j'étais vraiment trop fatiguée de me lever à 4h30. C'était... Mais d'autres fois, je me suis réveillée à 4h30 et j'étais dans le dojo et j'ai médité avec les profs. Donc, en fait, c'est vraiment... chacun qui fait comme il veut là-dessus, mais voilà, il y a quand même 9 heures minimum par jour, donc pendant 10 jours en silence. Ce qui fait un sacré entraînement. Et c'est pas un entraînement qui est négligeable. Donc en fait, pour moi, quand on apprend la méditation, on a vraiment besoin d'avoir un professeur, parce que si tu fais les 10 jours, c'est comme si après il y avait un acquis. C'est comme si pendant 10 jours, imagine t'es gamin et pendant 10 jours, tu vas apprendre à faire du vélo. Normalement, à la fin des 10 jours, tu sais le faire. Sauf que le problème qu'on a, quand on mène une vie lambda, c'est qu'on n'a pas ce temps-là, ou en tout cas on ne se le donne pas, et puis on n'a pas forcément les profs aussi à notre disposition, parce qu'on recevait des enseignements spirituels en fait tous les soirs. Donc ça aide aussi beaucoup à rester très concentré sur sa pratique. Et ce qui fait qu'au bout de 10 jours, ça roule tout seul, quoi. T'as envie de méditer parce que tu sens que ça te fait du bien, tu sens que tu deviens plus efficace dans ta vie, tu sens qu'il y a des douleurs qui ont disparu, tu sens que ton corps, il est copain avec toi.
Tu sens que ton enracinement, il s'améliore de jour en jour, ce qui était personnellement mon gros problème, d'être tout le temps perché, je sais pas où. Mais en fait, la méditation me permettait de revenir dans mon corps. Tu sens que quand quelqu'un s'agace, bah, tu prends plus la mouche, la susceptibilité, elle s'efface parce que t'es tellement sereine en fait que... Ok. Et il y a tout ce processus aussi au niveau intellectuel, d'avoir une grande clarté dans les idées, une grande présence d'esprit et évidemment de plus en plus d'intuition qui se développe. Et en fait, moi j'ai adoré faire ça. Au bout des 10 jours, je ne voulais plus sortir. C'était même pas la peine. Fallait pas me dire. Quand on m'a dit ah, mais c'est bon, les 10 jours arrivent à leur fin, j'étais là, non, non, je veux pas. Du coup, je suis retournée dans ma chambre, je me suis enfermée. Et je pense 1 heure ou 1 heure et demie plus tard, il y a des filles, parce que c'est hommes et femmes séparés, il y a des filles qui sont venues me voir en disant mais il y a ton copain qui te cherche. J'ai pas envie de voir les gens en fait. Là j'étais dans ma bulle de silence, c'était génial. Je veux pas revenir dans le monde. Et donc, bon, voilà, parfois de se réhabituer au bruit, à la circulation des voitures, à même un avion qui passe loin dans le ciel, tu l'entends, quoi. C'est comme si, parce que c'était vraiment dans la nature, ce centre-là en Nouvelle-Zélande, donc il n'y avait aucun bruit à part le bruit des humains et le bruit dans les cuisines ou les bruits des machines à laver qui pouvaient tourner parfois dans la journée, mais c'était tout, quoi. Et en fait, on se rend pas compte à quel point on vit dans un monde qui nous balance des informations tout le temps, des informations sensitives en fait, des bruits, des odeurs, des discussions, tout un tas de choses qui... Enfin franchement, je suis très sensible à ça et ça me heurte bien souvent. Et donc, c'était génial. Tout ça pour te dire que... je te conseille fortement de faire ce genre de stage. Peut-être que ça ne sera pas Vipassana, peut-être que ce sera autre chose. Je vais t'expliquer après comment ça fonctionne en quelques mots, que tu puisses l'appliquer pour toi. Mais vraiment, lance-toi. Si tu sens cet appel en toi de faire un stage, d'aller dans un centre de Vipassana, je ne sais pas si c'est ouvert en ce moment, renseigne-toi, j'ai pas vérifié les conditions d'accès et tout le train-train. Mais je sais que voilà, il y a des cours, même en journée, parfois. Il y a 2 centres en France. On a le plus grand centre d'Europe, en fait, en France. Il y en a un qui est dans le sud pendant l'été et un qui est vers le sud de Paris. Et il faut vraiment t'y prendre à l'avance parce que tout est booké hyper vite. Enfin, en tout cas, c'était comme ça il y a quelques années. C'est pour ça que moi, je l'ai fait en Nouvelle-Zélande, où c'était beaucoup plus pépouze, beaucoup plus calme, beaucoup plus facile pour s'inscrire. Et donc, voilà. Je vais maintenant t'expliquer la pratique parce que tu n'auras peut-être pas l'occasion d'y aller ou tu prendras peut-être pas ce temps-là, mais je veux quand même t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, la première chose, c'est que tu as besoin d'exercer ta posture. Une posture trop confortable ne sert pas le méditant. Donc, il faut que tu puisses t'asseoir, alors en général, classiquement, c'est en tailleur. J'imagine que tu t'en doutais un peu. Et le dos n'a pas forcément besoin d'être droit, mais en tout cas, c'est important de ne rien avoir dans le dos, pas de dossier pour te soutenir, sauf si tu as un énorme problème de dos. Dans ces cas-là, je me souviens qu'il y avait certains étudiants qui avaient un certain âge, qui étaient même vieux, et qui, eux, avaient droit à un petit dossier parce qu'ils avaient des problèmes de vertèbres ou des choses comme ça, de manière très poussée, hein. Donc ils avaient le droit, ou alors ils étaient carrément sur une chaise s'ils avaient des prothèses aux genoux ou aux hanches par exemple. Mais sinon, tout le monde était assis. Par contre, quand tu t'assois, tu peux mettre... C'est bon pour la circulation sanguine de faire ça, parce qu'au bout de quelques heures, je t'assure qu'il n'y a plus grand chose qui circule. Enfin, personnellement, après j'ai les jambes pleines de fourmis. En fait, tu peux mettre des petits coussins sous tes jambes qui sont du coup croisées à peu près comme ça, tu vois. Tu peux mettre des coussins en dessous et ça vient vraiment te soutenir et ça aide à tenir la posture. Parce que souvent, ça vient tirer en fait, hein, et c'est pas très agréable sur la durée. Donc une fois que tu as la posture, tu mets les mains sur les genoux, en gros, ou sur les cuisses, hein, comme ça vient, mais croise pas, juste ça. Et après, tu viens fermer les yeux. Et au moment où tu viens fermer les yeux, tu viens d'abord prendre conscience de cette zone-là. Je pense que tu vois, ici, on a comme un petit triangle, tu vois, on a un creux, là, je sais plus comment ça s'appelle, ce creux sous le nez. Et en fait, tu te concentres sur cette zone-là.
Et tu respires uniquement par le nez sans amplifier ta respiration. Tu laisses ta respiration naturelle à l'œuvre. Et donc, peut-être tu vas compter, parce qu'au début, il faut s'habituer, pendant, disons, une dizaine de respirations, tu vas venir essayer de ressentir. Donc, parfois, tu peux mettre ton doigt pour sentir l'air qui sort et qui rentre de tes narines. Et une fois que tu as bien identifié cette zone, tu vas voir que c'est facile de ressentir ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis, une fois que ça s'est fait, je te dis juste, en Vipassana, pendant 3 jours, on était concentré que sur ça pendant 9 heures, ok? Ça te donne un petit peu des notions, voilà. Et ensuite, quand tu as fini et tu as pris conscience de ce petit triangle, ce qui va être important, c'est de commencer un body scan. Mais attention, c'est pas un body scan où tu t'arrêtes quand il y a un problème. Parce qu'en gros, on commence de la tête aux pieds, on descend, on peut comme visualiser son corps. C'est au fur et à mesure, en fait, des respirations. Il n'y a pas de rythme, c'est toi qui gères le rythme. Parfois, tu peux faire des passages très rapides, parfois ça va être très lent. Suis le rythme qui vient naturellement et c'est là aussi que ça permet de te donner confiance dans tout ce process. Et donc, en fait, tu descends jusqu'au pied et après tu remontes jusqu'en haut. Et tu vas voir que très rapidement, il y a une douleur. J'ai le nez qui me gratte. La hanche là, ça tire. J'ai une émotion. J'ai quelque chose. Et en fait, là, tu vas commencer à faire une dissociation. C'est-à-dire que tu vas continuer de faire le body scan et tu vas remarquer effectivement que ou là ça gratte, ou là ça pique, ou là il y a une émotion. Mais tu ne fais qu'observer et tu continues de faire ton body scan. Et en fait, c'est pas forcément le plus évident de ne pas se gratter. Par exemple, quand t'as le nez qui te gratte, quand t'as un truc qui te gratte, tu sais, t'as envie de bouger, t'as envie de tout ça. En fait, c'est important de ne pas le faire. Et juste d'être observatrice, sans réaction. On appelle ça equanimus en anglais, et je sais que le mot français existe, équanime, même s'il est très peu utilisé dans notre langue française. C'est ça en fait, être sans réaction, observatrice de ce qui se passe. Et donc, tu fais juste ça. Tu fais juste ça pendant un temps que tu choisis être bon pour toi. Tu décides 10 minutes, tu décides 1 heure. Voilà. La pratique qui est recommandée quand tu sors de Vipassana, c'est de faire 2 heures de méditation par jour. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Personnellement, je ne fais pas autant de méditation. Même si je prends énormément de temps pour moi, je ne fais pas autant de Vipassana par jour. Je l'ai fait pendant des années, mais je ne le fais plus. Maintenant, je sais pas, ce serait peut-être entre un quart d'heure et une demi-heure au maximum que je prends par jour. Ouais, on est plus sur un quart d'heure en ce moment. Mais par exemple, le week-end dernier, j'ai médité pendant 6 heures d'affilée parce que j'en avais vraiment besoin. Donc, parfois, tu peux aussi te prendre des sessions où tu médites à fond et c'est là où il y a plein de trucs qui sortent et tu fais une énorme mise à jour et c'est génial. Et en fait, tu vas remarquer que de faire ça, surtout quand tu as des journées très chargées, ça va t'aider. Ça va énormément t'aider. Et en termes d'efficacité, de productivité, de rentabilité, parlons matérialiste, parlons coaching pur, tu vas être très satisfaite de toi. Parce qu'en fait, au lieu de passer 1000 ans à prendre une décision, tu vas avoir l'intuition, ok, on y va, action, réaction. C'est automatique. C'est comme si tu te prenais plus la tête en fait. Et donc, tu l'as compris, c'est des étapes. C'est vraiment des étapes, le Vipassana, et je pense que c'est pareil pour toutes les pratiques spirituelles, c'est-à-dire que tu as des paliers, tu as des seuils. Il y en a qui arrivent, et des stages je crois de 40 jours, tu as des stages de 90 jours, me semble-t-il, où t'es toujours en silence, etc. Et il faut avoir, à chaque fois, il faut pouvoir justifier en fait d'une pratique quotidienne parce que si t'es pas prêt, tu craques quoi. Enfin, c'est vraiment... Après, c'est presque de la prêtrise. C'est c'est monacal quoi. C'est pas tout à fait pour monsieur, madame, tout le monde. Mais de temps en temps, dans nos vies très mouvementées, très changeantes et très challengeantes, on est amené à prendre des grands temps de pause. Et je sais que le mois de novembre a été comme ça pour beaucoup d'entre nous. On a senti chacune que c'était bien de revenir à un état de tranquillité. Et donc la méditation est géniale pour ça. Donc voilà, je voulais te parler de ça.
ne pas négliger la pratique spirituelle, une pratique spirituelle efficace, parce qu'il y a plein de pratiques spirituelles, mais il y en a qui servent à rien. Je le dis comme je pense. Franchement, j'ai essayé tellement de trucs ces dernières années, depuis que je suis toute petite, je suis née là-dedans, donc j'ai essayé beaucoup de choses depuis gamine. Et en fait, je t'avouerai que j'ai souvent été extrêmement déçue de ce qu'une technique pouvait apporter. Et comme le Vipassana, c'est extrêmement simple, eh bien, je n'ai pas été déçue. Parce que pour moi, la simplicité, ça a toujours été ma clé de compréhension. Pour moi, la vie, elle est simple. Tu l'acceptes ou tu la refuses. Tu t'aimes ou tu t'aimes pas. En fait, tu es dans l'amour ou tu l'es pas. Et donc, d'être dans l'amour de soi, dans la non-réaction et d'accepter tout ce qui se passe, pour moi, c'est vraiment un moment d'amour de ce qui se passe dans mon être et dans ma vie qui me permet après d'accepter beaucoup plus de choses et d'avancer beaucoup plus vite que quelqu'un d'autre, notamment par rapport à la prise de décision. Ouais, je suis capable de prendre des grosses décisions à la suite de méditation sans état d'âme, quoi. C'est vraiment mon âme, elle est alignée avec la décision et ça y va. Pas pour ça que j'ai pas peur, hein. Mais voilà ce que ça me permet de faire. Et pour tout type de décision. Que ce soit un truc assez banal du quotidien ou des très grosses décisions de vie. Toujours ce retour à moi-même. Après, c'est important que tu connaisses ton fonctionnement. À chaque fois que j'ai eu des épisodes très compliqués dans ma vie, mon corps tout de suite arrête de manger, arrête de dormir, et donc du coup je n'ai plus d'autre choix que de méditer, parce que sinon je deviens un peu tarée, tu vois. Quand tu dors plus et que tu ne... Ah oui, d'ailleurs, je voulais te dire ça. Quand tu dors plus et que tu manges plus, au bout d'un certain temps, tu commences à pas te sentir bien, tu vois, ça tire. Et donc, une des choses aussi qu'il faut savoir, quand tu es dans cet état de non-réaction, et quand ton corps est quand même relativement au repos, hein, parce qu'il est assis, il ne fout pas grand-chose, ton corps, à ce moment-là, c'est comme si tu dormais. C'est-à-dire que tu sais que dans les phases de sommeil, si par exemple tu manges le soir, ben, ton corps déjà pendant 3-4 heures il va digérer. Ton sommeil ne sera pas vraiment réparateur. Il n'y a qu'un seul moment où le sommeil devient intéressant pour la régénération cellulaire. Mais quand tu médites, en fait, tu es dans le même état de sommeil, même si tu n'es pas endormi, on est d'accord. Mais ton corps est dans une phase de régénération. Donc en fait, même si tu as des problèmes d'insomnie, si tu sais pas quoi faire une nuit de pleine lune, si tu n'arrives pas à roupiller tranquillement, si parfois tu es très énervé, si tu es très stressé, si tu n'as pas faim d'une manière qui est anormale, que tu as les émotions en vrac, médite. Je vais pas dire que ça va régler tous tes problèmes, mais étant donné que tu es forcément la clé de tous tes problèmes, la méditation pourrait quand même être une solution extraordinaire. C'est pas pour rien qu'elle est dans toutes les pratiques spirituelles. Hein, voilà. Bon, bah c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Et je te laisse là-dessus. Profite bien de ta vie, profite bien de ton être, médite bien. Et j'attends tes commentaires, j'attends tes questions si t'en as. Et oublie pas de mettre un petit pouce pour me soutenir, ça fait plaisir. Et de t'abonner aussi si c'est pas déjà fait. À bientôt.